On vient de voir, et de l'analyse balistique qui fait 90 pages. Encore une fois, vous aurez mon adresse email si vous êtes intéressé à la fin, je pourrais vous l'envoyer. On peut dire qu'aucun des tirs qui apparaissent sur le mur, aucune des impacts de balles ne peut être attribué aux soldats israéliens. Ensuite, quatrième question, qu'est-ce qui est arrivé au père? Et la cinquième sera qu'est-ce qui est arrivé à l'enfant? Donc, est-ce que le père a été blessé devant la caméra de France 2? Ça, c'est un reportage de Canal+. Il y a un an, Jamal était touché par une douzaine de balles. Le roi de Jordanie a personnellement financé les 7 opérations qu'il a subies. Les balles m'ont arraché les muscles du bras droit. Elles m'ont pulvérisé l'os. Maintenant, j'ai du métal à la place de l'os. Ma jambe droite a été criblée de balles, ma hanche brisée, je n'ai plus de nerfs dans la jambe droite, c'est-à-dire que je suis à moitié paralysé du côté droit. Donc 12 balles, vous avez vu une grosse cicatrice sur son bras droit, et il dit plein de balles dans les jambes et dans les bras. On va réécouter ce qu'il nous dit quelques années plus tard. 12 Geschosse sind in meinen Körper eingedrungen. Mein Unterkörper war voller Schüsse und mein Arm. Donc il a bien reçu plein de balles aux jambes et aux bras, et toujours 12 balles. Alors, vous voyez ses jambes, 12 balles, nulle part. En gros plan, toujours nulle part. Alors, le lendemain des faits, alors que sur le champ, il n'a aucune goutte de sang, à l'hôpital de Gaza, vous voyez qu'il a un plâtre avec du sang. Encore maintenant un autre plâtre avec du sang, mais à un autre endroit. Et maintenant des bandages. Alors là, on est arrivé devant un problème quand même, c'est que quand en 2004, on a vraiment été assez agressif contre France 2, ils nous ont apporté des photos du père, quasiment nu, nous montrant ses cicatrices. Et il a effectivement des cicatrices sous ses bandages, aux jambes et aux bras. Et en fin de compte, on a été obligé de réfléchir, d'essayer de comprendre d'où pouvaient venir ces cicatrices. Et il se trouve que Jamal al-Doura a été attaqué en 1992 par des islamistes à Gaza à coups de hache et de couteau. En 1994, il a été traité à l'hôpital Tel HaShomer de Tel Aviv pour ce traitement. Ça lui a été offert par son patron israélien qui à l'époque travaillait, puisqu'il travaillait dans le bâtiment en Israël. Et donc on a pu retrouver le médecin qui a traité le père. Et donc voilà son témoignage. Donc il va nous expliquer qu'en fin de compte, toutes les cicatrices qu'on voit du père et de l'enfant, du père pardon, ne peuvent venir de tirs par balle, puisque les tirs par balle sont les cicatrices par balle sont différentes de cicatrices de scalpel ou de couteau ou d'armes tranchantes comme une hache. Donc je vous propose de l'écouter. לקחתי גידים באופן חופשי, זאת אומרת ניתקתי אותם מהשרירים שלהם מכף הרגל שמאל והעברתי אותם לשריר שהיה עדיין פעיל בידו הימנית. כל זה כמובן זה משאיר צלקות. ולכאורה הצלקות האלה, לפי התמונות שג'מאל אל-דורה מציג אותן כפיצי ירי של חיילי צה"ל, לא יכולים להיות בשום פנים ואופן פצע ירי. לפני שיצאתי לתקשורת, רציתי להיות בטוח שאני לא טועה. התייעצתי עם אנשים שיודעים כירורגיית כף יד, שיודעים איך נראית צלקת מזה שעוסקים בזה במשך כ-40 שנה, וכולם מסכימים כמוני. הצלקות הללו שג'מאל אל-דורה מציג כצלקות של פיצי ירי הם צלקות של חתך, או של סכין כירורגי, או של גרזן, או סכין כנשק. D'accord, donc il nous confirme que les cicatrices ne peuvent absolument pas être des cicatrices par balle. Donc Jamal al-Doura n'a pas été blessé dans la caméra de France 2. Dans les nombreuses conversations qu'on a pu avoir à France 2, on a demandé à France 2 simplement de faire venir le père en France pour qu'on puisse expertiser la nature des cicatrices qu'il a sur son corps. Bien évidemment, France 2 n'a jamais accepté que ce soit sous Patrick de Carolis ou même maintenant, ça n'avance absolument pas. Alors, un point d'actualité, dans une dizaine de jours, il y aura le procès de ce médecin au tribunal à Paris, à la 17e, de la Cour de Paris, qui sera un procès qui lui est intenté par le père. Parce que Jamal al-Doura, vous pouvez l'imaginer, lit Actualité juive toutes les semaines à Gaza, en français bien évidemment. Et donc, puisqu'un jour il a fait une interview à Actualité juive de Clément Veyrenal. Et donc le père Jamal al-Doura attaque Clément Veyrenal et ce médecin en diffamation.
Et donc leur procès a lieu le 8 février à Paris. Voilà. Donc ça va être encore intéressant. Bien évidemment, Jamal ne viendra pas, puisqu'il a trop peur quand même qu'on voit ses blessures, mais ça va être encore une autre façon pour eux de faire rebondir l'affaire, sachant que France 2 ne veut plus engager le combat, puisqu'ils savent qu'ils perdent, en justice. Or, c'est donc le père, probablement sous l'influence de Charles Anderlin et d'autres, qui l'ont amené à faire ça, parce que je n'imagine pas le père disant que les Égyptes toutes les semaines à Gaza. Alors, 5e question, est-ce que Mohamed Al-Doura a été tué devant la caméra de France 2? Alors, écoutez bien ce que va dire le père. The first bullet hit him in the right knee. Donc, la première balle au genou droit. C'est très important de se souvenir du genou droit. De mon genou droit, là. On va l'écouter encore. Mohamed Mohammed wurde zuerst am rechten Bein getroffen und das zweite Geschoss trat aus dem Rücken aus. Ich glaube, es waren insgesamt 3 Schüsse. Donc 3 balles, la jambe droite, donc le genou droit, ça va, on est toujours sur la même zone, et une balle qui est sortie dans le dos. Alors on va écouter ce que nous dit le docteur Mohamed Tawil, donc interrogé par France 2. Cette blessure à la hauteur du rein a été causée par la sortie d'une balle qui avait touché Mohamed de face à la poitrine. Donc c'est bon, on est toujours dans la même version, une balle qui est sortie dans le dos, comme le père, une sortie du rein qui rentre à la poitrine et qui sort dans le dos. Alors, chose intéressante maintenant, c'est que vous allez voir, c'est que là, à la poitrine, il n'y a rien. En revanche, là, il y a un petit peu de rouge à la main. Un petit peu de rouge là, un petit peu de rouge là, et là, plus rien. En fin de compte, si vous avez bien regardé les images, on pourra le revoir plus tard, c'est qu'en fin de compte, là, il y a une petite tache sombre. D'accord? Et cette petite tache sombre, c'est ce chiffon rouge que l'enfant prend au début de la scène, quand il est soi-disant blessé, enfin blessé mortellement, et qu'il va déplacer avant de mettre ses mains devant ses yeux pour cacher ses yeux. Et donc, vous voyez, il déplace le chiffon. Hop. Il n'y a plus rien là, mais en revanche, il la positionne. Alors, on va voir maintenant ce que nous dit Alors, juste une chose. On nous parlait aussi de la blessure au genou droit. Vous voyez que son genou droit, il n'y a absolument rien. Son genou droit est toujours intact. Alors, on va voir ce que nous dit Charles Anderlin sur ses blessures. We got the pictures of Mohamed Al-Doura's body in the morgue of Shifa Hospital. The wounds look to me consistent with the shooting that happened that day. The kid was not shot from the back. The wound in the back is an exit wound. Donc voilà. Donc, il nous dit aussi, lui, qu'il y a une sortie de balle dans le dos. Alors, vous imaginez bien que Gaza est une zone dangereuse, qu'il y a effectivement des gens qui sont tués, blessés. Donc ce qu'on va voir, ce sont des images de la morgue de Gaza. Donc il y a des images qui sont un peu difficiles. Souvenez-vous bien, donc selon la version du père ou du médecin, il y a donc eu 3 balles, dont une balle au genou droit, ce que nous disait le père, ou à la jambe droite. Écoutez bien ce que va dire le médecin et regardez bien les photos, même si certaines sont difficiles. Following the examination, it was clear that the bullet entered the body from the front and from above. The bullet entered the body in the abdomen and exited the body here. This wound was fatal. The second injury lies just beneath the chest, and the bullet exited through the left hip bone. This wound was also fatal because it shredded major blood vessels. The third injury in the left leg was relatively harmless. Donc là, on a un problème. C'est qu'on a une balle dans la jambe gauche. D'accord? Alors que le père nous parlait du genou droit ou de la jambe droite. Donc on a un problème d'immersion. Il nous explique bien qu'il y a 2 balles qui sont sorties dans le dos. Alors, l'avis d'expert balistique au sujet des sorties de balles dans le dos, il nous dit si la blessure au ventre avait été transfixiante comme le déclare un médecin, des projections de sang et de chair seraient visibles sur le mur, ce qui n'apparaît pas sur les photographies couvrant les 10 secondes qui suivent le reportage. Vous savez, quand l'enfant lève le coude et baisse son coude, vous voyez bien qu'il y a de sang nulle part, alors que normalement il aurait dû être transpercé. Regardez bien, ça c'est une fois qu'il a levé et baissé son coude et qu'il a son pied au-dessus du sol, vous voyez que derrière son dos, il n'y a de sang ni sur les vêtements, ni sur le mur. Je voudrais vous montrer une vraie sortie de balle prise dans un autre théâtre de guerre. Vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Le jean, vous voyez une sortie de balle. À comparer avec France 2, le reportage où on est censé avoir eu 2 sorties de balles dans le dos. Alors, pour mémoire, souvenez-vous bien du début du reportage de France 2 maintenant. 15h, tout vient de basculer près de l'implantation de Netzarim dans la bande de Gaza.
lisez bien parce que c'est de l'allemand sous-titré. Und was wissen wir über Mohammeds Verletzungen? Den Zeugenaussagen zufolge kann der Krankenwagen mit Mohammed und Jamal al-Dura frühestens gegen 3:30 hier im Shifa-Krankenhaus in Gaza angekommen sein. Der diensthabende Arzt erinnert sich auch an die Einlieferung eines toten Kindes, aber nicht um 3:30. Es war gegen 10 Uhr. Ich war in der Intensivstation der Notaufnahme für die Schwerverletzten. Zeitgleich, innerhalb einer Minute, wurden 2 Personen eingeliefert. Eine war ein Kind. Hinterher erfuhr ich, dass es Mohammed Jamal al-Dura war. Um 10 Uhr also will Dr. Tawil Mohammed al-Dura untersucht haben. Das aber kann nicht sein, denn da waren Vater und Sohn noch gar nicht an der Kreuzung und die Schießerei begann erst gegen 14 Uhr. Den Namen des Kindes erfährt Dr. Tawil erst im Nachhinein. Und wer ist der Erwachsene? Der andere war ein kräftiger Mann. Ich kenne ihn, weil er unser Ambulanzfahrer war. Er hatte einen Schuss in der Brust ins Herz. Beide waren tot. Donc là, il y a un vrai problème. D'abord, on nous explique qu'il est arrivé mort à 10h du matin à l'hôpital. Puis ensuite, on nous dit que la deuxième personne est arrivée morte aussi avec une balle dans la poitrine. Or, le père, on voit bien qu'il n'est pas mort et qu'il est tout à fait vivant puisqu'il est encore vivant à ce jour puisqu'il fait encore des procès. Et donc, on a un vrai problème aussi par rapport à la jambe droite et à la jambe gauche. Donc, on a une vraie question à se poser, c'est est-ce qu'il y avait en fait 2 enfants? Et c'est donc là qu'on en vient à l'expertise biométrique. On va pouvoir comparer le visage de l'enfant qui arrive à la morgue le matin, qui est enterré en fin de journée, à comparer aussi avec le visage de l'enfant qui apparaît dans le reportage de France 2. Donc voici l'analyse biométrique. Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, wenden wir uns an einen der führenden Experten weltweit. Kurt Kindermann ist Gerichtsgutachter für biometrische Gesichtsvergleiche. Ihm legen wir alle Bilder vor, die Mohammed al-Dura zeigen sollen. Die Gesichter wurden vermessen und dann untereinander in diesem biometrisch-mathematischen Gesichtsvergleich noch einmal miteinander verglichen. Bei der Beerdigung gehe ich davon aus, dass es der Junge ist, der auch diese äußerst markante Verletzung im linken Augenbrauenbereich hat. Denn diese Verletzung ist deutlich auf dem Obduktionsbild zu sehen und ist auch deutlich auf dem Beerdigungsbild zu sehen. Die ist nicht erkennbar auf dem Bild der Einlieferung im Krankenhaus. Auch weitere Merkmale sprechen dafür, dass es sich bei dem obduzierten Kind nicht um Mohammed al-Dura handelt. Hier sieht man ja, dass die Augenbrauen in den Oben verlaufen und hier sieht man, dass die flach nach oben, nach hinten verlaufen. Hier sieht man dann auch, dass der Mund diese eine runde Form hat und der hier diese geteilte Bogenform hat. Bei der Beerdigungsszene und auf dem Obduktionstisch ist anzunehmen, dass es sich hierbei um die gleiche Person handelt. Aber nicht die hinterm Fass. Aber nicht die hinterm Fass, die deutlich jünger zu sein scheint. Voilà, donc là on a vraiment la réponse. Il y avait donc, selon ce biométricien, effectivement 2 enfants. Un enfant qui est effectivement, ou un adolescent qui est effectivement arrivé mort à 10h du matin à la morgue, qui a été enterré en fin de journée, et donc un tournage l'après-midi vers 15h avec un enfant qui n'a rien à voir avec l'enfant du matin ou l'enfant du soir. Donc le 30 septembre 2000, Mohammed al-Dura n'a pas été tué devant la caméra de France 2. Je voudrais vous montrer les dernières secondes des rushs de France 2 qui sont assez intéressants puisque c'est une fois que l'enfant a donc été annoncé mort, on l'a vu pendant 10 secondes lever le coude et baisser le coude. Et je vous invite à regarder ce passage qui est très intéressant. Donc là, il vient de baisser son coude. Voilà. Et la seconde qui suit, si vous regardez bien à gauche là, il n'y a plus personne, ni le père ni l'enfant, et il n'y a pas une goutte de sang. Je vous rappelle qu'ils ont été transpercés selon la version de France 2 par 15 balles, puisqu'on n'a retrouvé aucune balle dans leur corps.
toutes les balles les ont transpercées sur la réaction de France 2. Donc c'est totalement absurde et donc ça n'a absolument aucun sens. Alors, je voudrais vous faire écouter ce que déclarait Charles Anderlin à la RAI en mars 2010, donc il y a un peu moins d'un an. Selon toutes les informations que nous avons, les témoins, là je parle demi-douzaine de journalistes palestiniens travaillant pour des chaînes internationales qui se trouvaient sur place, selon Talal, le correspondant de France 2, qui est pour nous un témoin parfaitement digne de foi, selon ce que je connais de la position, les tirs ne pouvaient venir que de la position israélienne. Si quelqu'un peut nous amener la preuve de tirs venant d'ailleurs, on le diffusera, on s'y est engagé, et en même temps ce jour-là, Charles Anderlin démissionnera de France 2, ainsi que la direction de l'information de France 2. Voilà. Et pourtant, je voudrais vous faire écouter une petite interview de Talal Abou Rahma, qui est donc la source principale de Charles Anderlin. Écoutez. Did anybody, the Palestinian police, also collect the bullets, the rest? This is really a secret for us. Didn't you ask? You're a journalist. It's important. I'm telling you, it's a secret for us. We have evidence, the gun of the bullet, we find it, the gun of the bullet, we pick up. The bullets are from the wall. What bullet was it? What would you say? How long was it? You interviewed one from the general, he could tell you. From the Palestinian police officer. He said he doesn't know because he couldn't collect the bullets. He said he wasn't there. He didn't collect them. So you're doing a better investigation job than the police. We have some secrets for ourselves. We cannot give anything. Yes, everything. Donc voilà, c'est la source de France 2, la source principale de Charles Anderlin. Je dois vous montrer ce que 6 mois après les faits, il a été interrogé dans un journal marocain qui s'appelle Le Matin du Sahara ou du Maghreb. Et donc le journaliste caméraman Talal Abou Rahma est en conférence, exprime sa gratitude à Sa Majesté le Roi pour le soutien apporté à la cause palestinienne. Et il déclare donc Talal Abou Rahma, qui a fait des études de management aux États-Unis, a choisi le journalisme comme moyen de défense de la cause palestinienne. Donc c'est ce qu'on apprenait dans ce qu'il a dit dans ses conférences au Maroc. Donc c'est pour vous dire, voilà qui est la source de Charles Anderlin. Donc la mise en scène qui fut diffusée par France 2 le 30 septembre n'est toujours pas reconnue comme telle. Pour résumer cette mise en scène, on a donc un homme et un adolescent qui auraient reçu 15 balles dans le corps à eux deux. Il n'y a pas une seule goutte de sang. On a un enfant qui, une fois qu'il est soi-disant mort, lève le coude et tourne sa tête en direction de la caméra. Vous avez pourquoi c'est si important, des monuments, des rues, des écoles dans le monde entier comme ça. Et vous avez 2 décisions de justice en ma faveur. Une, que quand j'ai gagné le procès, puisque France 2 m'a attaqué en diffamation. J'ai perdu le premier procès en première instance et j'ai gagné en cour d'appel avec un jugement, enfin un arrêt de la cour d'appel extrêmement sévère contre France 2. Vous aurez mon email, comme je vous l'ai dit à la fin, vous pourrez m'envoyer un mail si vous voulez, je pourrais vous envoyer l'arrêt de la cour d'appel si vous voulez le lire. Et un deuxième procès que j'ai gagné au mois de juin dernier, puisque Canal+ avait fait un documentaire de 52 minutes il y a à peu près presque 3 ans, en avril, qui avait été diffusé en avril 2008, où la moitié du documentaire était destinée à me diaboliser et à soutenir France 2 sur la version Al-Doura. Je les ai attaqués moi en diffamation, et ils ont donc été condamnés au mois de juin dernier en diffamation au tribunal de Nanterre. Alors, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de l'état d'esprit qui s'est passé, 6 jours après avoir gagné le procès contre France 2, le Nouvel Observateur a diffusé une pétition. Et je voudrais vous en lire quelques extraits. Elle a été signée par 800 journalistes et intellectuels, entre guillemets, français, avec des gens comme Jacques Attali, Hubert Védrine, et toute la crème de la crème des journalistes français. Et donc voilà quelques extraits. Voilà 7 ans que les mêmes individus tentent de présenter comme une supercherie et une série de scènes jouées son reportage montrant la mort de Mohamed Al-Doura, 12 ans, tué par des tirs venus de la position israélienne le 30 septembre 2000 dans la bande de Gaza. Cet arrêt qui relaxe Philippe Carsanti nous surprend et nous inquiète. Il nous surprend car il accorde la même crédibilité à un journaliste connu pour le sérieux et la rigueur de son travail, qui fait son métier dans des conditions parfois difficiles.
et à ses détracteurs engagés dans une campagne de négation et de discrédit. Il nous inquiète car il laisse entendre qu'il existerait désormais à l'encontre des journalistes une permission de diffamer qui permettrait à chacun, au nom de la bonne foi, du droit de libre critique et de la liberté d'expression, de porter atteinte impunément à l'honneur et à la réputation des professionnels de l'information. Nous renouvelons à Charles Anderlin notre soutien et notre solidarité. Ensuite, en l'été 2009, Charles Anderlin a été fait chevalier de la Légion d'honneur grâce à Bernard Kouchner qui lui a fait remettre en tant que son portefeuille de ministre des Affaires étrangères. Ensuite, l'année dernière, au mois de mai, Pierre-André Taguieff a publié un livre qui s'appelle « La nouvelle propagande anti-juive », un livre qui fait 600 pages et dans lequel il consacre quasiment une centaine de pages à l'affaire Al-Doura, dans lequel il défend complètement l'opposition. Ce livre a été boycotté par 100% des médias français. J'insiste bien sur 100%. Aucun n'a voulu publier de recension. Je parle des médias non communautaires, bien évidemment. Aucun média n'a voulu publier de recension, il n'a été invité sur aucune radio, aucune télévision, alors que, si vous regardez dans le passé, chacun de ces livres donnait l'occasion à publication des bonnes feuilles dans un hebdomadaire et d'émissions de radio, de télévision et des journaux, Le Monde, Le Figaro, etc. Alors, au mois de juillet dernier, donc il y a un peu plus de 6 mois, le sénateur de Haute-Garonne, Jean-Pierre Plancal, a questionné le président de France Télévisions alors qu'il allait être nommé président de France Télévisions. C'est son audition juste avant sa nomination. Je vous invite à regarder, à écouter ce sénateur. C'est pourquoi je prends la liberté de vous parler ici d'une affaire qui me tient à cœur et qui, de mon point de vue, dure depuis trop longtemps et qui concerne France 2. Il s'agit de l'affaire de la diffusion du reportage sur la mort que je mets maintenant entre guillemets du jeune Mohamed Al-Doura, qui aurait, d'après ce reportage, été tué par une balle israélienne. Suite à ce reportage, il pèse aujourd'hui, à l'encontre de France 2, un soupçon grave d'avoir diffusé une mise en scène de cette affaire. Soupçon renforcé par le fait que cette chaîne a perdu le procès qu'elle a intenté contre l'un de nos concitoyens qui avait accusé ce reportage d'être, je le cite, une pure et simple mise en scène. J'ai récemment visionné un reportage réalisé par la chaîne publique allemande ARD, intitulé « L'enfant, la mort et la vérité », soutenant également la démonstration de la mise en scène. Pour mémoire, je rappellerai que ces images diffusées par France 2 ont catalysé la deuxième intifada, attisé la haine dans le monde musulman. Des places portent le nom de Mohamed Al-Doura, des timbres à l'effigie de cet enfant ont été créés, et dans la vidéo, Monsieur le Président, montrant la décapitation du journaliste américain Daniel Pearl, on voit en fond les images du jeune Mohamed Al-Doura. Encore aujourd'hui, dans un livre de Pierre-André Taguieff, qui vient d'être édité aux Presses universitaires de France, est soutenue l'idée de la mise en scène sans que personne, à ce jour et à ma connaissance, n'ait encore porté plainte pour diffamation contre l'auteur. Il est temps que soit levée cette suspicion qui pèse sur France 2, suspicion qui est un poison pour l'esprit et qui, pour la circonstance, pourrait bafouer l'éthique de notre service public. Je souhaiterais donc, Monsieur le Président, que vous m'indiquiez, quand vous serez en fonction, ce que vous comptez faire pour redonner confiance et rétablir la vérité, puisque le mot confiance, c'est vous qui l'avez utilisé. Voilà. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Robert Ménard, je ne sais pas si vous voyez qui est Robert Ménard, l'ancien patron de Reporters sans frontières, qui a signé la pétition de Charles Anderlin il y a pratiquement 3 ans, et qui un jour, quelqu'un lui a dit, qui avait rencontré un jour, quelqu'un lui a dit, tu sais que dans l'affaire Al-Doura, c'est Karsanti qui a raison. Et il a dit, ah bon, j'aimerais bien voir ça. Et donc on a eu un rendez-vous, et il a vu, il a été choqué, et donc il m'a permis d'avoir une interview dans son magazine, et dans lequel il m'a même mis en première page, France 2 raconte des bobards, et il m'a donné 5 pages d'interview, ça a été publié en septembre dernier, et donc c'est absolument important parce que c'est la première fois qu'un média français non communautaire permettait aux gens d'avoir connaissance de notre démonstration de la mise en scène. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a à peine une semaine, Robert Ménard a été interrogé par un site qui s'appelle Enquête et Débat, qui est un site que je vous recommande d'aller voir, et il raconte le traitement qu'il a subi pour m'avoir interviewé. Je vous demande de l'écouter, ça dure 1 minute 30.
Vous avez été un des seuls médias, en tout cas à ma connaissance, le premier média non communautaire français à parler de l'affaire Al-Doura. Ça a été très remarqué, notamment dans les milieux pro-israéliens, d'autant plus que vous-même vous êtes connu pour ne pas être pro-israélien. On a comme principe un média, vous faisiez allusion à l'affaire Al-Doura, on a un média un seul petit principe, c'est que personne n'est interdit de séjour chez nous. On avait interviewé, donc vous le disiez, Philippe Karsanti, c'est la première fois qu'il était interviewé, en gros dans un média non communautaire, ce que vous disiez, mais on avait interviewé, comment il s'appelle, le journaliste de France 2, Charles Anderlin. Je le connais depuis maintenant, il oublie son nom. On l'avait pas interviewé, mais il y avait eu au moins 2 ou 3 papiers dans les médias qui avaient en gros pris la défense de Charles Anderlin. Je vous fais court, c'est à peu près ça. Et quand Philippe Karsanti est venu, il m'a dit « Robert, est-ce que vous trouvez ça normal que je n'ai pas pu m'exprimer ?» J'ai dit « Mais c'est vous qui avez raison. » Parce qu'on fait des... Et il fallait qu'il s'exprime. J'ai reçu des tombereaux d'insultes, et avec Emmanuel, parce qu'on avait osé donner la parole. Nous menaçant de procès avant même que le papier passe. Je sais pas, vous avez compris, sans même savoir ce qu'on avait, on l'a interviewé, donc sans même savoir ce qu'il y avait dans l'interview, on avait déjà des appels ici de gens nous menaçant de procès. Enfin, je ne sais pas si vous voyez la folie. Voilà. Alors, le 7 octobre 2010, Charles Anderlin a publié un livre qui s'appelle « Un enfant est mort », qui fait 200 pages. Mon nom est cité 121 fois dans le livre. 121 fois sur 200 pages, sachant qu'il y a des pages blanches dedans et tout ça. Il y avait matière à attaquer en diffamation, mais j'ai un principe en ce qui concerne ce combat-là, qui est de ne pas attaquer Charles Anderlin en justice. J'attaque ses soutiens, comme j'ai attaqué Canal+, mais je ne veux pas l'attaquer lui. Je pense que je veux me laisser attaquer par lui, et le débat, moi je pense que maintenant c'est plus un débat judiciaire, c'est un débat de faits. C'est un débat d'éléments, et il faut que vous sachiez qu'actuellement on est en cassation, puisque France 2 s'est pourvu en cassation avec Charles Anderlin, puisqu'ils veulent que l'arrêt de la Cour d'appel soit cassé. Ce sera si la Cour de cassation venait, et ça devrait venir dans les semaines ou mois qui viennent, si la Cour de cassation venait à donner raison à France 2, ça ne voudrait pas dire que j'ai tort et que le reportage est authentique, ça voudrait simplement dire que les arguments techniques, les éléments techniques qui ont été utilisés par les juges de la Cour d'appel ont été considérés comme non valables par la Cour de cassation. Et si je gagne, ça ne validera pas d'autant plus ma version, et ça ne transformera pas, je dirais, un faux reportage en vrai reportage. C'est vraiment simplement un argument technique. Donc on était là. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ce livre a provoqué quelque chose de très intéressant en Israël, puisque vous savez que pendant 10 ans, les Israéliens se sont tus sur cette affaire. On a essayé d'obtenir un soutien de leur part. On a eu quelques fois véritablement de l'hostilité, quelques fois un soutien assez mollasson. Mais grâce à ce livre, je pense que c'est très important de dire grâce à ce livre, 2 semaines plus tard, le bureau du Premier ministre israélien a émis un document très accusateur contre France 2, et je sais qu'il travaille actuellement sur un autre document qui serait encore beaucoup plus accusateur. Donc ça a vraiment eu un effet positif, ce document. Alors, on va arriver maintenant à la conclusion, et je vous ai dit que je vous faisais une présentation vraiment, je dirais, aux faits, avec les faits les plus récents. En janvier 2011, Camille Pascal a été nommé conseiller de Nicolas Sarkozy en charge de l'audiovisuel. Ça veut dire que c'est lui qui chapeaute France Télévisions, et je souhaite vous faire entendre ce qu'il m'a déclaré au téléphone en mai 2005, alors qu'il était directeur de cabinet de Dominique Baudis, qui était le patron du CSA. Ensuite, il est passé secrétaire général de France Télévisions, où il a eu un rôle épouvantable. Et j'aurais voulu juste que vous écoutiez les propos qu'il m'a tenus quand il était au CSA. Les informations qui vous ont été transmises, la capacité que vous avez à fouiller au fond, fouiller au fond la personne de la terre, vous appartenez au service secret israélien, c'est votre droit le plus absolu. Vous appartenez au service secret israélien, c'est votre droit le plus. Qu'est-ce que vous racontez? Voilà. Donc c'est pour vous dire, donc j'appartiens selon le conseiller audiovisuel de Nicolas Sarkozy au service secret israélien. Voilà un petit peu l'état d'esprit intellectuel en France à ce jour. Voilà qui a le pouvoir actuellement en France au niveau de l'audiovisuel.
Voilà. Je vais conclure avec deux choses. D'abord, je vous indique donc voilà mon adresse email. Ça, c'est si vous voulez recevoir des informations de temps en temps, comme ça, quand il se passe des éléments, je vous enverrai un mail. Si vous avez des questions, des mails très très courts s'il vous plaît, parce que j'en reçois beaucoup.